Mon fils m'a poursuivi en justice pour avoir utilisé son argent afin d'élever son neveu. J'ai perdu. Maintenant, tout le monde pense que je suis une voleuse. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous regardez. Je n'écris pas cela avec fierté, ni avec colère. Je l'écris avec un mélange de vide et de perplexité. Car, après tout ce que j'ai donné pour lui, ce que j'ai sacrifié, et comment j'ai porté son éducation toute seule, sa réponse a été un procès. Froidement, comme si j'étais une étrangère, comme si j'étais une criminelle. Et j'ai perdu. Oui, j'ai perdu le procès. Un tribunal a décidé que je devais lui rembourser 80 000 euros, pour utilisation abusive de fonds personnels sans consentement explicite. Ce furent les mots exacts. Le juge ne m'a même pas regardé, quand il les a prononcés. Il a simplement abattu son marteau, et a prononcé la sentence de ce que je savais déjà. Que pour mon fils, cet argent, qui donnait un sens à nos vies, n'a jamais été le nôtre. Il a toujours été le sien. Maintenant, ma famille me tourne le dos. Les amis, avec qui je parlais quotidiennement, ne répondent plus. Les voisins chuchotent dans mon dos. Même ma propre sœur m'a traité de voleuse. Et savez-vous quelle est la partie la plus triste? C'est que je suis toujours convaincu d'avoir fait ce qu'il fallait. Peut-être que pour vous, je suis une voleuse, une mère égoïste, une manipulatrice. Ça m'est égal. Je veux juste que vous lisiez tout avant de me juger, car je n'ai rien volé. J'ai fait ce que j'avais à faire pour ma famille. Je suppose que je devrais commencer par le début, quand tout était encore sous contrôle. Je suis une mère célibataire. Je le suis depuis que mon ex-mari nous a quittés, il y a plus de 15 ans. Il avait une autre femme, une autre vie. Il est parti un après-midi au hasard, et n'est jamais revenu. Il n'a littéralement pas laissé un centime. Pas même un appel pour Noël. Il est parti quand ma fille avait 10 ans, et mon fils 8. Et depuis lors, j'ai été tout pour eux. Je les ai élevés seuls, sans aucune aide, entre les heures de ménage, les petits boulots, la vente d'objets, et en sautant des repas pour qu'ils puissent manger. Je ne dis pas cela pour que vous m'applaudissiez. Je le dis parce que c'est ça, être mère. Du moins, c'est ce que je pensais. Ma fille, l'aînée, a toujours été extravertie, émotive, sociable. Elle avait de grands rêves, mais elle était dispersée. À 23 ans, elle est tombée enceinte. Le père du bébé l'a quittée, dès qu'il a appris la nouvelle. Et encore une fois, comme ce qui m'était arrivé, une autre femme se retrouvait seule, avec un enfant à élever. Mon fils, en revanche, était différent. Calme, intelligent, brillant, un génie de l'informatique. Il n'avait pas beaucoup d'amis. Il se réfugiait dans ses livres, et dans son monde numérique. Quand il avait 17 ans, son oncle, mon frère, lui a offert un emploi à distance dans son entreprise de développement. Il a commencé à gagner un peu, mais il n'avait pas besoin de grand-chose. Il vivait avec nous, étudiait avec une bourse complète, et économisait presque tout ce qu'il gagnait. En 6 ans, mon garçon avait mis de côté plus de 30 000 euros. Il me l'a dit fièrement un après-midi, pendant que nous prenions un café, c'est pour l'avenir, maman, mais s'il y a un jour une urgence, tu peux l'utiliser. Et oui, l'urgence est arrivée. Ma fille ne voulait pas avoir son bébé dans un hôpital public. Elle avait peur. Elle pleurait chaque nuit. Elle m'a supplié de la laisser accoucher dans une clinique privée. J'ai hésité. Je ne savais pas quoi faire. Je n'avais pas d'argent. Puis, je me suis souvenu de ce que mon fils avait dit. Les urgences. Et pour moi, mettre mon petit-fils au monde, c'était exactement cela. J'ai utilisé l'argent, et j'ai payé la clinique. C'était presque 3 000 euros. Je ne lui en ai pas parlé. J'ai pensé qu'il comprendrait, parce que nous étions une famille. Après cela, tout a changé. Pas d'un seul coup, bien sûr. Les fissures ne se remarquent pas au début. Ce n'est que lorsqu'il est trop tard, que l'on se rend compte que tout le toit est sur le point de s'effondrer. Mon fils a continué, comme toujours, calme, ponctuel, généreux. Il me donnait la moitié de son salaire chaque mois, sans dire un mot, et parfois même plus. Quand je lui demandais s'il en était sûr, il répondait simplement « Je vais bien, maman. Utilise-le pour tout ce dont vous avez besoin. » Et avec ce fameux « où vous avez besoin », il ignorait la porte qu'il était en train d'ouvrir. Ma fille, de son côté,
c'était une autre histoire. Donner naissance l'a laissée émotionnellement brisée. Elle ne parlait pas beaucoup. Elle pleurait fréquemment. Elle ne voulait pas quitter la maison. Le père du bébé ne s'est jamais montré. Il n'a même pas envoyé un message. Elle est devenue mère à plein temps, sans l'avoir prévu, sans y être préparée, et sans véritable réseau de soutien, à part moi. Et, sans le savoir, son frère. Je suis devenu le pont entre eux. Il me donnait l'argent. Elle me demandait de l'aide. Je décidais de la façon dont cet argent était dépensé. Cela me semblait juste, naturel, familier. C'est comme ça que fonctionne une famille, n'est-ce pas? Ceux qui peuvent aident ceux qui ne peuvent pas. Au cours des mois suivants, l'argent a commencé à sortir, petit à petit. Des couches, du lait spécial, des médecins privés, le berceau, le siège auto, des vaccins payants. Toujours avec la même logique, mon petit-fils mérite le meilleur. Et bien sûr, ma fille avait aussi des besoins. Des vêtements postpartum, des visites chez le psychologue, des cours en ligne. Elle commençait des choses, mais ne les finissait jamais. Le monde était trop vaste pour elle. Elle n'avait pas la force de sortir pour travailler, et je ne pouvais pas laisser le petit seul, pour le faire moi-même. Ainsi, le système a continué. Mon fils travaillait. Ma fille s'occupait de l'enfant. Je soutenais le tout. Jusqu'au jour où, en vérifiant son compte, j'ai vu qu'il restait un peu moins de 17 000 € de ses économies. Il avait commencé avec 30 000 €, et sans que je m'en rende compte, près de la moitié avait déjà disparu. J'ai pensé à arrêter. Vraiment, j'y ai pensé. Je me suis assise devant l'ordinateur, et j'ai ouvert le résumé des dépenses. Mais chaque chiffre semblait justifiable. Chaque dépense avait un visage, une raison, un pourquoi. De plus, l'anniversaire du garçon approchait. Le premier, le plus important. Ma fille voulait le célébrer. Elle m'avait dit qu'elle ne voulait rien d'extravagant, mais je la connais. Elle voulait des photos, des invités, une décoration thématique, un gâteau à 2 étages, et j'ai accepté. J'ai réservé une salle. J'ai versé un acompte, et demandé des devis pour la nourriture et l'animation. C'était dans plusieurs mois, mais j'avais déjà investi près de 2 000 € depuis le même compte, celui de mon fils. Je ne lui ai rien dit. Il continuait d'envoyer des fonds chaque mois, comme si de rien n'était. Et je continuais à me répéter, c'est sa famille, il comprend, il l'aime aussi. Mais, au fond de moi, quelque chose commençait à me mettre mal à l'aise. Il ne parlait plus autant. Ses réponses étaient plus courtes. Il évitait de regarder directement sa sœur. Il a commencé à passer plus de temps dehors, même lorsqu'il ne travaillait pas. Il m'a confié qu'il développait son propre projet, et qu'il voulait devenir indépendant de son oncle. Je l'ai encouragé, bien qu'à l'intérieur, j'ai ressenti de la peur. Peur qu'il s'éloigne. Peur qu'il cesse de nous aider. Peur qu'il commence à se demander combien il restait de tout ce qu'il avait donné. Un après-midi, à l'improviste, pendant que nous dînions, il m'a demandé, « Maman, est-ce que mes économies sont toujours là ?» J'ai dû ravaler ma salive avant de répondre, « Oui, je veux dire, oui, la majeure partie. » Ce que nous avons utilisé a servi pour des choses importantes, tu sais, ton neveu, ta sœur. Il n'a rien dit, il a juste hoché la tête. Mais son regard m'a transpercé, comme jamais auparavant. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Il n'était plus mon petit garçon. C'était un adulte méfiant. Cette nuit-là, quand je suis allé me coucher, je savais que quelque chose était sur le point de se briser. Et ce qui s'est cassé, c'était plus qu'un compte bancaire. C'est toute notre famille qui s'est effondrée. C'est cela qui s'est brisé. Pas l'argent, pas le lien, mais l'idée même que nous étions une équipe, que si l'un tombait, les autres le relevaient, et que nous pouvions avoir confiance. Ce fut la première chose à s'effriter, et comme toujours, au début, cela ne se remarquait pas. Mon fils a continué à envoyer de l'argent au cours des mois suivants, mais quelque chose en lui était différent. Ses messages étaient plus brefs, les appels plus courts. Au repas, il évitait de s'asseoir près de sa frangine. Il ne souriait plus quand il voyait son neveu. Il a cessé de me demander comment elle allait, et a arrêté de m'appeler maman avec l'affection d'autrefois. Maintenant, c'était juste man. Dans le même temps, sa sœur est devenue plus exigeante. Elle ne demandait plus, elle ordonnait. Que ce soit si le garçon avait besoin de nouvelles chaussures,
s'il fallait changer le berceau, ou si elle l'avait inscrit à un cours de stimulation précoce qui coûtait plus cher que prévu. Et chaque fois que j'essayais de la freiner, elle sortait la phrase qui me blessait, et me convainquait en même temps, pourquoi pas? Il a de l'argent à revendre, non? Je ne pouvais pas la contredire. N'était-ce pas vrai? Il avait une bourse. Il ne payait pas de loyer. Il n'avait pas d'enfant. Et il économisait pour un projet qui n'avait même pas encore commencé. Quel mal y avait-il à ce qu'il ait d'un peu plus? J'ai commencé à me persuader que ce que nous faisions était juste. Le problème, c'est que nous ne lui avons jamais posé la question. Un jour, alors que je faisais la vaisselle, il est entré dans la cuisine avec un dossier à la main. Il m'a demandé de m'asseoir. Il m'a dit qu'il voulait me montrer quelque chose. C'était un plan d'affaires, une proposition que lui et un groupe de collègues préparaient pour lancer une application. Il y avait des projections, des calculs, un calendrier, tout. Je vais avoir besoin d'une partie de mes économies, maman. Il m'a dit qu'il lui fallait au moins 20 000 € pour démarrer. À ce moment précis, j'ai ressenti un énorme coup dans la poitrine. Je lui ai répondu que ce n'était pas possible, que les fonds étaient déjà engagés, que nous organisions l'anniversaire du petit, qu'il y avait des choses que je n'avais pas encore payées, et que sa sœur avait besoin de ce soutien pendant qu'elle cherchait à se stabiliser. Il m'a fixé, comme si je l'avais poignardé. Combien reste-t-il? Environ 15 000, ai-je murmuré, en baissant les yeux. Sur les 55 000 que je t'ai donnés en 6 ans. Je te les ai confiés pour que tu les gardes en sécurité, pas pour les dépenser sans me le dire, a-t-il répliqué d'une voix basse, mais d'une fermeté absolue. C'était pour les urgences, lui ai-je crié. Et élever un enfant seul, c'est une urgence. Ta sœur n'a personne d'autre que nous. Tu as décidé de ça. Non, moi. C'est ta famille. Ce n'est pas ma responsabilité. Nous nous sommes beaucoup disputés, pour la première fois depuis des années. Et il ne s'agissait pas seulement du montant. Il s'agissait de tout ce qui s'était accumulé. Ses silences, mes décisions, la façon dont j'ai toujours supposé qu'il serait là, inconditionnellement. Ma fille a entendu l'altercation. Elle est entrée avec le garçon dans les bras, et quand elle a demandé ce qui se passait, il l'a confronté directement, « Savais-tu que maman a utilisé tout mon argent pour toi ?» Elle n'a pas bronché, bien sûr que je le savais. Et c'était la bonne chose à faire. Tu es le seul homme dans cette maison. C'est à ton tour d'aider. Il a explosé. Je ne me souviens pas de tout ce qu'il a dit. Je sais juste qu'il a jeté sa tasse contre le mur, qu'il tremblait, et que sa voix s'est brisée. Alors, c'est ce que je suis. Un distributeur de billets avec un pénis. Ce fut sa dernière phrase, avant de s'enfermer dans sa chambre. Une demi-heure plus tard, il est sorti avec une valise. Il m'a serré dans ses bras faiblement, comme si c'était une simple formalité. Je t'aime, maman, mais je ne peux pas continuer à être le seul à donner. Et il est parti. Je pensais qu'il avait juste besoin de temps, jusqu'à ce que la lettre du tribunal n'arrive. Je n'aurais jamais cru voir ce mot sur une enveloppe qui m'était adressée, envoyée par mon propre fils. Au début, j'ai cru à une erreur, un malentendu, ou peut-être un avertissement exagéré pour m'effrayer. Quelque chose dont nous pourrions discuter, arranger lors d'une conversation en face à face. Mais ce n'était pas le cas. C'était une plainte formelle, tamponnée, signée, et approuvée par un avocat. Une réclamation pour la restitution de fonds remis en administration, concernant des économies personnelles et un usage spécifique, avec des preuves documentaires à l'appui. J'ai eu l'impression que le monde s'écroulait sur moi. Je ne savais pas quoi faire. Je suis allé voir ma fille, avec le document en main. Je le lui ai montré, espérant qu'elle dirait quelque chose pour calmer le jeu. Mais elle l'a simplement lu, et a déclaré, « À quoi t'attendais-tu ? S'il se comporte comme un étranger, nous le traiterons comme tel. » Ce même jour, mon frère m'a téléphoné. Lui, qui avait été presque comme un père pour mes enfants, qui avait été le premier à donner un emploi à mon fils quand il débutait tout juste. « Qu'est-ce que tu as fait ?» m'a-t-il demandé, sans détour. « Reste en dehors de ça. As-tu utilisé tout son argent ? Vraiment ? C'était pour des urgences, pour la famille, pour son neveu. Et l'argent que ton ex t'a laissé ? Il m'a lancé cela, comme un poignard. Pourquoi n'y as-tu pas touché ? Je suis restée silencieuse. Ce n'était pas ses affaires. Tu as plus de 100 000 € de côté,
et pourtant tu as vidé le compte de ton fils. Il a continué, si tu ne lui rends pas la somme, ils vont gagner. Il a tout. Des reçus, des dépôts, des registres, et même les emails où tu parlais des économies. Tu ne pourras pas te justifier. Tu es son oncle. Tu devrais être de notre côté. Je suis du côté de la vérité. Et si tu ne résous pas ce problème, il va te détruire au procès, et je n'ai pas l'intention de l'en empêcher. Il a raccroché. Cette nuit-là, j'ai à peine pu fermer l'œil. La maison semblait vide, comme si l'écho de son absence me hurlait des choses que je ne voulais pas entendre. Ma fille n'a rien dit, mais de temps en temps, elle lâchait des phrases comme « Il ne peut pas nous laisser ainsi, maman. C'est son devoir. Ce n'est que de l'argent. » Le garçon ne posait plus de questions sur son tonton. C'était comme si son existence entière avait été effacée de la maison. Le jour du procès est arrivé. Je n'oublierai jamais comment il m'a regardé, en entrant dans la salle d'audience. Pas avec de la haine, ni du ressentiment, mais juste avec une tristesse glaciale, comme si j'étais morte pour lui. Et que maintenant, il ne restait plus qu'à fermer le cercueil. Son avocat était jeune, mais précis. Il avait tout imprimé, classé, et documenté. Il a montré chaque reçu, chaque virement, chaque message où il écrivait à garder en sécurité, mes économies, usage exclusif. Ma défense n'était pas suffisante. Nous avons essayé d'argumenter que c'était l'argent de la famille, qu'il l'avait donné volontairement, et qu'il savait à quoi cela servait. Mais je n'avais que des suppositions, et il avait des preuves. Ensuite, le juge a demandé à vérifier mes propres comptes. Les miens? J'ai objecté. J'ai dit que ce n'était pas pertinent. Mais ça l'était, et c'était bien là, un compte avec plus de 100 000 euros. Pourquoi n'avez-vous pas utilisé cet argent pour les urgences que vous avez mentionnées, a demandé le juge. J'ai balbutié quelque chose à propos de ma retraite, de ma stabilité, et de la planification de mon avenir, mais le mal était déjà fait. Mon fils, lui, n'a rien dit. Il n'en avait pas besoin. Son silence pesait plus lourd que mes arguments. Le verdict fut clair. La dame devait restituer la somme de 80 000 euros, plus des dommages-intérêts pour utilisation non autorisée, et mauvaise gestion de ressources personnelles confiées. J'ai perdu. Et en quittant le tribunal, au lieu de s'excuser ou de me serrer dans ses bras, il m'a simplement dit qu'il ne me reconnaissait plus. Il m'a dit qu'il ne me reconnaissait plus, que la personne assise en face de lui dans cette salle d'audience n'était pas sa mère, et qu'elle l'avait trahi de la manière la plus basse possible. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas fait de scène. Je suis juste resté là, sur les marches du palais de justice, à regarder mon fils s'éloigner avec son avocat et son oncle, sans se retourner, comme s'ils avaient enterré quelque chose. Comme si j'avais été ce quelque chose. Tout le processus a duré à peine 1 heure. 1 heure pour détruire une vingtaine d'années de sacrifices, d'efforts, de nuits sans sommeil, de repas froids, et de chaussures trouées que je refusais de m'acheter, pour qu'ils aient ce dont ils avaient besoin. Et ce n'était pas seulement la question financière. C'était la façon dont tout le monde m'a regardé. Les assistants, les avocats, le magistrat, tous avec cette expression de déception silencieuse, comme s'ils avaient attendu plus de moi. Ma fille m'attendait à la maison, avec une question sur les lèvres. Avons-nous gagné? Je ne savais pas quoi lui répondre. Je me suis simplement assise. J'ai sorti les papiers, et je lui ai montré le chiffre. 80 000 euros, plus les intérêts, plus les frais de justice, et plus le prix de la perte de mon fils. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant, m'a-t-elle demandé, la voix brisée. Je voulais lui dire que nous trouverions un moyen, et que tout irait bien. Mais pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas de mensonge prêt. Nous avons commencé à tout annuler. La salle d'anniversaire, le traiteur, le gâteau, et même les sacs cadeaux qui avaient déjà été achetés. La dame qui devait s'occuper de notre décoration m'a écrit, très inquiète. Je n'ai pas répondu. Le photographe m'a appelé 2 fois. Je n'ai pas décroché. Le monde se refermait autour de nous, comme une maison sans porte ni fenêtre, sans aucune issue. Et puis, les rumeurs sont arrivées. Mes sœurs ont cessé de me parler. Mes cousins ont quitté le groupe WhatsApp familial. Les voisins traversaient la rue quand ils me voyaient sortir. Je n'étais plus la maman battante qui élevait ses enfants seule. J'étais devenue la femme qui volait son fils, pour soutenir la fille ratée. Mon frère m'a écrit une dernière fois, je t'avais prévenu,
Mais tu ne sais pas quand t'arrêter. J'ai essayé de me défendre. J'ai dit que c'était l'argent de la famille, que les enfants devaient se soutenir mutuellement, et que c'était fait par amour. Mais personne ne voulait écouter. Chacun avait déjà choisi sa version de l'histoire, et dans celle-ci, j'étais la méchante. J'ai pensé à écrire une lettre à mon fils, un email, quelque chose. J'ai laissé le message à moitié écrit à plusieurs reprises, « Je suis désolé si je t'ai déçu. Je suis désolé si je n'ai pas su demander de l'aide, au lieu de l'imposer. Je suis désolé si je t'ai imposé un fardeau qui n'était pas le tien. » Mais chaque fois que j'étais sur le point de l'envoyer, la voix apparaissait dans ma tête, et lui aussi. Quand s'est-il excusé auprès de toi, pour avoir laissé sa famille en plan? Il ne l'a jamais fait, et peut-être qu'il ne le fera jamais. Une semaine plus tard, je suis allé à la banque pour effectuer le premier virement afin de le rembourser. J'ai eu la gorge nouée en voyant comment les 20 000 premiers euros ont été déduits de mon compte personnel. Ce compte que j'avais gardé comme réserve, comme protection, comme un ultime refuge. Maintenant, il allait tout droit dans les mains de l'enfant qui me considérait comme une menace. On dit que j'ai tout perdu. Mais la vérité, c'est que je n'ai jamais baissé les bras. Et si cela fait de moi la méchante, alors qu'ils se souviennent de moi ainsi. Comme la mère égoïste, celle qui a vidé les économies de son garçon, celle qui a surprotégé une fille brisée, celle qui a confondu l'amour avec le contrôle, celle qui n'a pas su lâcher prise, et celle qui a fini par tout perdre. Parce que c'est ce qui est arrivé. J'ai perdu. J'ai perdu le procès. J'ai perdu le respect de ma famille. J'ai perdu la confiance de mon fils. Et j'ai perdu quelque chose d'encore plus douloureux, la certitude d'avoir fait le bon choix. Car aujourd'hui, je ne suis plus sûr de rien. Pendant si longtemps, j'ai cru que se sacrifier pour ses enfants était la voie à suivre. Que protéger les siens, à tout prix, faisait de vous une bonne mère. Que si je ne le faisais pas, personne d'autre ne le ferait. Et oui, c'est vrai. Personne d'autre ne l'a fait. Le père de mes gamins a disparu. Le père de mon petit-fils, aussi. Ma fille est tombée, et s'est brisée. J'étais le dernier mur de soutènement. Et pendant des années, je l'ai été, jusqu'à ce que mon fils me rappelle quelque chose que je ne voulais pas voir. On ne peut pas tout soutenir sans écraser quelqu'un, et ce quelqu'un, c'était lui. Aujourd'hui, le silence à la maison est différent. Ce n'est pas le silence d'une nuit paisible. C'est le silence inconfortable du vide. Celui qui reste, quand une personne importante s'en va, et ne laisse aucune trace. Ma fille ne parle plus beaucoup. Je pense qu'elle est aussi brisée, mais d'une manière différente. Le petit joue tout seul dans le salon. Il ne demande pas encore après son oncle, mais il le fera un jour. Et je ne sais pas ce que je vais lui raconter. Qu'il est parti parce qu'il ne voulait plus nous aider? Qu'il m'a poursuivi en justice pour de l'argent? Ou que son oncle a été la seule personne à poser une limite, quand personne d'autre n'osait le faire? Parfois, je me dis que ce n'était pas seulement un procès. C'était une intervention, une façon de me dire, ça suffit, je veux me sauver. Et ça fait mal. Ça fait plus mal que je ne l'aurais imaginé. Ça fait mal de le payer chaque mois, et de voir comment mes économies, ma retraite, mon coussin de sécurité, vont directement dans les poches de quelqu'un qui ne m'appelle plus maman. Mais au milieu de toute cette douleur, au milieu de toute cette culpabilité, il y a une part de moi qui ne plie pas. Une part qui croit encore que je l'ai fait par amour. Un amour mal orienté, peut-être toxique, sans doute impardonnable. Pour lui, oui. Mais je sais ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, et ce que j'ai traversé. Et si cela fait de moi la méchante, alors oui, je suis la méchante. Mais je ne le regrette pas. Histoire 2. J'ai donné notre seule voiture familiale à mon beau-fils devant tout le monde, pendant que ma fille regardait en silence. Mais elle était forte, alors j'ai cru qu'elle pourrait être indépendante, et la gagner par elle-même. Avant de continuer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne, et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous regardez. Je lui ai tendu les clés devant tout le monde, en sachant pertinemment qui se retrouvait sans elle. Ce fut une seconde très courte, et en même temps, très longue. Je les ai tenus bien haut, comme un trophée brillant sous la lumière de la salle à manger. Et pendant cet instant, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de la fierté. Ils ont applaudi quand Diego a souri. Martina n'a rien dit, et ce silence pèse encore. Elle n'a pas eu de geste exagéré. Il n'y a pas eu de scène dramatique.
Elle m'a juste fixé, comme si elle prenait note de quelque chose que je préférais ne pas voir, puis s'est levée de table avec un calme qui m'a transpercé plus que n'importe quel cri. Je suis Valeria. J'ai 41 ans. Je suis la mère de Martina, qui a 16 ans, et la belle-mère de Diego, qui est sur le point d'en avoir 17. Tout cela a explosé la nuit où j'ai décidé d'offrir l'unique véhicule de la famille à Diego, lors d'un dîner organisé presque comme une célébration. Pendant que Martina avait passé des mois à croire que cette voiture ferait aussi partie de son avenir, ce ne fut pas une décision improvisée. Ou peut-être que si, mais elle germait depuis longtemps, dans de petits gestes, et dans des phrases que je répétais tant de fois qu'elles ont fini par ne plus paraître étranges, même à moi-même. Quand Diego est entré dans ma vie, il avait 9 ans. Il portait un sac à dos qui était trop lourd, pas à cause de sa taille, mais en raison de ce qu'il contenait à l'intérieur. Sa mère biologique s'était presque complètement désengagée. Je l'ai vu si fragile, ayant tellement besoin de structure, que j'ai senti que mon rôle était clair, être un refuge, et être cette figure qui ne part jamais. Martina, de son côté, a toujours été différente, confiante, appliquée, et proche de son papa. Elle ne demandait pas d'aide pour ses devoirs. Elle ne venait pas me chercher à chaque fois que quelque chose allait mal pour elle. Si elle était frustrée, elle le résolvait en silence. Sans m'en rendre compte, j'ai commencé à mesurer le besoin par la dépendance. Diego pleurait, et j'accourais. Martina s'enfermait, et je pensais qu'elle avait besoin d'espace. Diego me remerciait pour chaque repas, chaque conseil, chaque petite chose. Martina supposait que c'était normal. Et moi, eh bien, j'ai commencé à sentir que la gratitude était une preuve d'amour, et que celui qui en montrait le plus, en avait le plus besoin. Pendant des années, j'ai essayé de me convaincre que c'était un équilibre. J'allais aux réunions scolaires difficiles de Diego. Je parlais au professeur quand il avait des problèmes de comportement. Je l'accompagnais en thérapie. Quand l'absence de sa génitrice pesait plus lourd que d'habitude, Martina obtenait de bonnes notes. Elle me disait que tout était sous contrôle. Je lui souriais, et je répondais toujours la même chose, tu peux le faire toute seule. Cette phrase, qui au début était un compliment, a fini par devenir une sorte de sentence. Il y a 3 ans, mon mari est décédé, et la maison a changé de son. Elle est devenue plus creuse. Diego s'est accroché à moi, comme si le sol s'était ouvert sous ses pieds. Il me demandait des conseils sur tout, même sur de petites choses. Il me disait, merci de rester. Merci de ne pas partir. Martina a réagi différemment. Elle est devenue plus critique, plus irritable. Elle remettait en question des décisions qu'elle acceptait auparavant. Elle s'enfermait dans sa chambre plus longtemps. J'ai interprété cela comme une rébellion d'adolescente. C'était peut-être de la douleur, mais il était plus facile pour moi de répondre à celui qui me cherchait, qu'à celle qui m'affrontait. S'il y avait 2 billets pour un événement, Diego y allait parce qu'il l'appréciait davantage. C'est ce que je me racontais. S'il y avait de l'argent pour un cours supplémentaire, je l'investissais en lui, car il en tirerait un meilleur parti. Martina avait des ressources, de la discipline, de la force. Martina n'avait pas autant besoin d'aide. Du moins, c'est ce que je répétais, presque comme un mantra, pour ne pas avoir l'impression de faire pencher la balance. La voiture était la partie visible, mais la décision venait de plus loin. Martina travaillait le week-end depuis des mois, économisant chaque euro. Nous parlions de l'année prochaine, de l'université, de la liberté de pouvoir se déplacer par elle-même. J'étais d'accord. Je lui disais que j'étais fier. Et en même temps, je pensais à Diego, qui commençait des stages loin de la maison. À quel point il pourrait se sentir vulnérable sans moyen de transport. Et à combien il me remerciait pour la moindre once de soutien. Cette nuit-là, après le dessert, j'avais l'impression de bien agir. Que je soutenais celui qui en avait le plus besoin, et que Martina comprendrait. Elle comprenait toujours. Quand j'ai levé les clés en l'air et dit « c'est pour toi », en regardant Diego, j'ai entendu les applaudissements, avant d'assimiler l'expression de ma fille. C'est là, dans cet échange de regards, que quelque chose s'est brisé. Et bien qu'à ce moment-là je n'ai pas voulu l'admettre, je savais que ce n'était pas juste une voiture que je venais de remettre. Les premières semaines après ce dîner furent étrangement calmes. Il n'y eut pas de cris, pas de disputes qui faisaient trembler la maison. Et ce calme, qui au début me soulageait, a commencé à ressembler à une pièce sans air. Martina a cessé de mentionner la voiture. Elle ne formulait aucune plainte.
Elle ne me lançait pas de phrases passives-agressives. Elle a simplement arrêté de m'inclure dans ses projets. Avant, elle me racontait combien elle avait mis de côté, quelle équipe supplémentaire elle avait prise pendant le week-end, et quelle université elle regardait avec le plus d'enthousiasme. Après cette soirée, plus rien. J'ai essayé de me convaincre que j'exagérais, que c'était une phase, qu'à 16 ans on ressent tout plus intensément, et qu'ensuite on passe à autre chose. J'ai même répété à voix haute, plus d'une fois, que ce n'était pas à cause du véhicule. Elle ne pouvait pas être aussi superficielle. Mais au fond, je savais qu'il ne s'agissait pas de l'objet, mais de ce qu'il représentait. Et pourtant, je me suis accroché à la version la plus confortable. Diego, pour sa part, s'est mis à utiliser la voiture avec une prudence presque gênante. Il ne frimait pas avec. Il ne la garait pas devant la maison, comme quelqu'un qui exhibe une réussite. Il la laissait dans l'allée sans faire de bruit. Parfois, il me remerciait à nouveau, comme s'il avait besoin de justifier qu'il la méritait. Je souriais, et je lui disais que bien sûr qu'il la méritait, et que c'était un investissement pour son avenir. Cette phrase m'aidait à dormir, mais la tension s'infiltrait dans de petits détails. À table, Martina répondait par monosyllabes. Si je lui demandais comment s'était passée sa journée, elle répondait bien, sans me regarder. Si j'insistais, elle se levait avant d'avoir terminé. Un soir, j'ai essayé de l'aborder, avec ce que je pensais être une fermeté maternelle. Je lui ai dit d'arrêter de rivaliser avec son frère, que tout n'était pas une bataille. Elle n'a même pas haussé le ton. Elle m'a regardé avec un mélange d'épuisement et d'autre chose. Quelque chose que je ne pouvais pas nommer à cet instant. Comme si je parlais dans une autre langue. Elle est allée dans sa chambre, et a fermé la porte doucement. Ce geste était pire que de claquer la porte. La première conséquence visible est venue de l'extérieur. L'école a appelé au sujet d'une baisse de résultats, d'absence, et d'une attitude apathique. J'ai ressenti un pincement d'irritation, avant de m'inquiéter. J'ai cru qu'elle exagérait pour attirer l'attention, et qu'elle utilisait ses notes comme une arme. Je l'ai pensé, et j'ai honte de l'admettre, mais ce fut ainsi. Cet après-midi-là, j'ai frappé à sa porte, avec l'intention de corriger, pas d'écouter. Quand elle a ouvert, sa chambre était dans l'obscurité. Ce n'était pas du désordre, c'était du désintérêt. Je lui ai dit que l'école avait appelé, que je ne comprenais pas ce qui se passait, et qu'elle avait toujours été responsable. Elle a ri, sans joie. Il ne s'agit pas de la voiture, m'a-t-elle dit. Et cette phrase, que j'avais répétée dans ma tête comme une défense, sonnait différemment dans sa voix. Plus lourdement. Non, maman. Il s'agit de tout le reste. Elle n'a pas haussé le ton. Elle n'a pas pleuré. Elle a énuméré de petites choses qui, ensemble, formaient quelque chose de grand. Que Diego y allait toujours quand il y avait quelque chose de spécial, parce qu'il l'appréciait davantage. Que le cours supplémentaire était toujours pour lui, parce qu'il en tirerait un meilleur profit. Que je lui disais, tu peux le faire toute seule, comme si c'était une récompense, alors qu'en réalité, c'était une façon élégante de dire débrouille-toi. Je me suis retrouvé sans réponse immédiate. J'ai essayé d'expliquer que chaque cas était différent, et que les circonstances n'étaient pas comparables. Mais pendant que je parlais, j'ai remarqué que mes arguments semblaient répétés, comme si je les avais dit trop souvent, juste pour me convaincre moi-même. Elle m'a déclaré qu'elle comprenait enfin sa place. Que plus elle était indépendante, moins elle méritait. Qu'elle en avait assez de prouver qu'elle aussi avait besoin de soutien. Je ne vais pas continuer à mendier des miettes, a-t-elle ajouté. Ce mot, miette, m'a frappé comme un coup sec. Non pas parce que c'était injuste, mais parce que, dans un coin de mon esprit, je savais que cela avait du sens de son point de vue. J'avais transformé sa force en excuse pour ne pas investir de temps, d'argent et d'énergie de la même manière. J'ai essayé de m'approcher physiquement, de lui toucher l'épaule, mais elle a reculé d'un pas. Ce n'était pas dramatique. C'était automatique, comme si elle avait déjà décidé quelque chose. Cette nuit-là, pendant que je nettoyais la cuisine, j'ai entendu le moteur de la voiture s'éteindre dans l'allée. Diego est entré lentement, et resté sur le seuil, hésitant. Il m'a avoué qu'il ne voulait pas du véhicule dans ces conditions. Qu'il ne l'avait pas demandé. Qu'il se sentait mal à l'aise chaque fois qu'il voyait le visage de Martina, quand il prenait les clés. Il m'a confié autre chose, à quoi je ne m'attendais pas. Qu'il remarquait comment Martina le regardait maintenant, comme s'il faisait partie du problème. Alors,
j'ai compris que la tension n'était pas seulement entre elle et moi. Elle avait contaminé le lien entre eux. Ce que j'avais présenté comme un geste de soutien, était en train de se transformer en une fracture partagée. Et pour la première fois depuis le dîner, j'ai commencé à soupçonner que la voiture n'était pas une solution pratique, mais le symbole de quelque chose qui s'était accumulé en silence, pendant des années. La maison tenait toujours debout. Les routines continuaient, mais il y avait une froideur nouvelle, presque imperceptible. Elle s'insinuait dans chaque courte conversation, derrière chaque porte fermée, et dans chaque regard qui ne cherchait plus le mien. Et moi, qui m'étais toujours considéré comme juste, j'ai commencé à me demander si ce que j'appelais le soutien, n'avait pas en fait été un moyen de choisir qui avait le plus besoin de moi. Même si cela impliquait de laisser de côté celle dont je supposais qu'elle survivrait sans moi. J'ai commencé à penser à tout cela, quand la maison est devenue silencieuse. Pas le silence tendu des dîners expéditifs, mais celui du petit matin, où l'on n'entend que le frigo, et une voiture lointaine qui passe dans la rue. Là, dans cette immobilité, mes arguments ne semblaient plus aussi solides. Je me disais toujours que je soutenais celui qui en avait le plus besoin. Je l'avais tellement répété, que cela semblait presque être une vérité absolue. Diego était arrivé avec des blessures ouvertes. Diego me cherchait, me remerciait, me demandait conseil, même pour choisir une chemise. C'était facile de se sentir utile avec lui. Clairement nécessaire. Avec Martina, c'était différent. Elle ne demandait pas, elle résolvait. Et j'ai confondu cette autosuffisance avec une absence de besoin. Parfois, je me surprends à repasser de petites scènes. Une Martina plus jeune me montrant une bonne note. Moi disant que c'était génial, que je savais qu'elle en était capable. Diego avec une note moyenne. Et moi, assise à côté de lui pendant une heure entière, pour analyser ce qui s'était passé. Dans ce contraste, il y a quelque chose que je n'ai pas vu, ou que je n'ai pas voulu voir avant. Il ne s'agissait pas seulement de la voiture. La voiture n'était que la scène publique, la remise devant tout le monde, les applaudissements qui résonnent encore dans ma tête. Mais le favoritisme a commencé bien avant. Chaque fois que je choisissais Diego pour quelque chose de spécial, parce qu'il l'appréciait davantage. Chaque fois que je pensais que Martina n'en avait pas autant besoin. Chaque fois que j'utilisais le « tu peux le faire toute seule » comme si c'était un prix, et non une manière confortable de ne pas m'impliquer. Ça me fait mal d'admettre qu'après la mort de mon mari, quelque chose a changé en moi. J'ai senti le sol s'ouvrir, et au milieu de ce vide, Diego s'est accroché fermement à moi. Il me disait, « Merci de rester. Merci de ne pas partir. » Cette phrase m'a transpercé. Elle m'a fait me sentir essentiel, comme si j'avais encore une place claire dans le monde. Martina ne me disait pas merci de rester. Martina se disputait avec moi, me remettait en question, me regardait comme si elle comparait chacune de mes décisions avec la mémoire de son père. Et là, est apparue une peur que je n'aime pas avouer. La peur de ne pas être à la hauteur, et qu'elle préfère son souvenir, à ma présence imparfaite. Avec Diego, je n'avais pas cette compétition invisible. J'ai interprété la gratitude comme une preuve d'amour. C'est ce que j'ai fait. Et quand quelqu'un ne le montre pas de la façon dont je m'y attends, je me sens mise à l'écart. C'est laid de le dire à voix haute, même dans ma tête, mais c'est ainsi. Il y a quelques jours, j'ai trouvé Martina en train d'étudier à la table de la salle à manger. Elle avait ouvert des livres, mais elle ne lisait pas. Elle fixait un point sur le mur. Je me suis approché prudemment, comme si le moindre mot pouvait briser quelque chose de fragile. J'ai pensé à lui dire que j'étais désolé, mais la phrase est restée coincée. Au lieu de cela, je lui ai demandé si elle avait besoin d'aide. Elle a répondu non. Et cette réponse, que je célébrais autrefois comme un signe d'indépendance, sonnait maintenant comme un mur. J'ai réalisé que j'ai attendu d'elle qu'elle exprime le besoin, de la même manière que Diego le fait. Qu'elle me demande, qu'elle me remercie, qu'elle me confirme que je suis importante. Et quand elle ne le fait pas, je me retire un peu, pas consciemment. C'est subtil, mais c'est là. J'ai aussi pensé à vendre la voiture, à partager l'argent, et à faire un geste pour équilibrer la balance. Mais quelque chose en moi sait que ce serait une autre décision pratique pour couvrir un problème émotionnel. Les dégâts n'étaient pas que matériels. C'était le message. C'était le fait de brandir les clés, et de montrer clairement devant tout le monde qui était celui qui en avait le plus besoin. Et il y a autre chose qui me dérange. Quand Diego est venu ce soir-là,
et a dit qu'il ne voulait pas de l'auto ainsi, j'ai ressenti un pincement que je ne pouvais pas classer. Ce n'était pas juste de la culpabilité. C'était le sentiment que la validation que je recherchais n'était pas aussi ferme que je le pensais. J'avais cru qu'en le choisissant, je renforçais notre lien. Mais maintenant, il évite de se retrouver seul avec moi. Il utilise la voiture au strict minimum, comme si chaque fois qu'il prend les clés, il se rappelait que quelqu'un d'autre était resté sans elle. J'ai commencé à remarquer que je ne suis plus essentiel, ni pour l'un, ni pour l'autre. Martina s'enferme, et organise sa vie sans compter sur moi. Diego me remercie moins, ou peut-être me remercie-t-il avec prudence. Et moi, je reste au milieu, me demandant si tout cela n'a pas commencé bien avant ce dîner. Parfois, je me défends. Je me dis que n'importe quelle mère aurait soutenu celui qui semblait le plus vulnérable. Que ce n'est pas du favoritisme. C'est le contexte. Que Martina a toujours été forte. Qu'elle savait qu'elle pouvait compter sur moi, même si elle ne le montrait pas. Mais quand je passe devant sa porte fermée, et que je me rappelle sa phrase, je ne vais pas continuer à mendier des miettes, quelque chose s'enfonce dans mon estomac. Peut-être ai-je confondu la force avec l'absence de besoin. Peut-être ai-je utilisé son indépendance comme excuse, pour ne pas affronter ma propre peur de ne pas être suffisante. Et pendant que j'essaie de trier ces idées, je réalise que je continue d'éviter la chose la plus simple, et la plus difficile en même temps, dire je suis désolé. Inconditionnellement. Sans explication. Sans me défendre. Je ne sais pas s'il est encore temps. Et ce doute, plus que n'importe quel argument, est ce qui m'empêche de dormir. L'escalade ne fut pas explosive. Ce fut plutôt une somme de petites pertes, qui sont soudain devenues impossibles à ignorer. L'école a de nouveau appelé, cette fois pas seulement pour des absences. Ils m'ont parlé d'un désintérêt constant, de travaux non rendus, et d'une baisse brutale des résultats qu'ils ne pouvaient pas expliquer par une simple crise d'adolescence. Entendre cela m'a laissé à bout de souffle. Martina avait toujours été organisée, constante. C'était sa marque de fabrique. Et maintenant, elle semblait tout laisser tomber. Quand j'ai essayé de lui parler ce soir-là, il n'y avait pas de place pour tourner autour du pot. Elle m'a dit qu'elle était fatiguée. Pas d'étudier, mais de prouver, et d'être la plus forte tout le temps. Elle m'a rappelé chaque fois que je lui avais dit, tu peux le faire toute seule. Comme si c'était une étiquette que je lui avais collée sur le front. Elle m'a confié qu'elle avait compris le message, et qu'elle n'attendait plus rien de différent. J'ai essayé de lui dire que ce n'était pas le cas, et que j'étais là. Mais cela sonnait creux, même pour moi. Parce qu'être là, ne signifie pas toujours la même chose. Être là, c'est différent de choisir. Et moi, j'avais choisi devant tout le monde. La confrontation ne fut pas une dispute en hurlant. Ce fut pire. Ce fut une conversation claire, directe, sans larmes. Elle m'a expliqué qu'elle ne voulait pas être en compétition avec Diego, qu'elle n'en avait jamais eu envie, et que tout ce qu'elle voulait, c'était de sentir qu'elle n'était pas remplaçable. Ce mot est apparu à nouveau, sans que je ne l'ai jamais prononcé, remplaçable. À un moment de cette discussion, j'ai senti que quelque chose se fermait. Ce n'était pas un claquement de porte physique. C'était une porte interne. Martina s'est mise à passer plus de temps hors de la maison, étudiant dans des bibliothèques, et restant chez des amis. Lorsqu'elle était là, sa porte restait close. Elle ne se disputait plus avec moi. Elle a simplement cessé d'essayer. Diego, de son côté, a commencé à éviter d'utiliser la voiture, même quand il en avait besoin. Il prenait les transports en commun s'il le pouvait. Un après-midi, je l'ai vu partir sans les clés à la main, et je lui ai demandé pourquoi. Il m'a répondu qu'il ne voulait pas continuer à alimenter une situation qu'il n'avait pas demandée. Que chaque fois qu'il démarrait le moteur, il avait l'impression d'occuper une place qui ne lui appartenait pas entièrement. Cette phrase m'a frappé plus fort que n'importe quel reproche. Car elle révélait quelque chose que j'avais voulu ignorer. Le mal n'était plus seulement entre Martina et moi. Il avait traversé pour atteindre le lien qui les unissait. Martina le regardait avec distance. Pas de la haine, pas de ressentiment explicite, mais de la distance. Et Diego, qui avait l'habitude de chercher mon approbation en tout, semblait maintenant se déplacer avec précaution, comme si le moindre geste pouvait aggraver la fracture. Un soir, la tension a explosé de la manière la plus inattendue. Martina a annoncé qu'elle envisageait une université plus éloignée, que celle dont nous avions parlé auparavant. Pas pour le programme,
mais pour la distance. Elle l'a dit sans drame, comme un fait logistique. J'ai essayé d'argumenter sur les coûts, sur les projets, et sur ce dont nous avions discuté pendant des mois. Elle a répliqué qu'elle ne comptait plus sur ce scénario, et qu'elle avait compris qu'elle devait se débrouiller par elle-même. Se débrouiller par elle-même. Encore une fois, mes propres mots, renvoyés comme dans un miroir. J'ai eu peur, une vraie peur physique. Pas qu'elle aille dans une autre ville, mais qu'elle me quitte, et que la distance ne soit pas géographique, mais émotionnelle, et définitive. J'ai essayé de proposer des solutions pratiques, de parler de vendre la voiture, de redistribuer l'argent, et de faire des ajustements. Elle m'a regardé comme si elle assistait à un tour de magie répété. Il ne s'agit pas de la voiture, a-t-elle répété. Et cette fois, il n'y avait aucun doute dans sa voix. Il s'agit de tout le reste. Diego était présent ce soir-là. Il a écouté en silence, jusqu'à ce qu'il intervienne. Il a dit que si vendre le véhicule aidait, il y était disposé. Qu'il n'avait jamais voulu que ce soit un symbole de préférence. Et que la dernière chose qu'il souhaitait, c'était d'être la cause d'une rupture. Je l'ai regardé, et j'ai vu quelque chose qui faisait mal à reconnaître, de la culpabilité. Une culpabilité qui ne lui appartenait pas entièrement. J'ai réalisé que mes décisions, que je justifiais comme un soutien rationnel, avaient créé un scénario où tous deux portaient un fardeau qui n'était pas le leur. Martina avec le sentiment d'invisibilité. Diego avec le poids d'un avantage inconfortable. Et moi au centre, brandissant une décision qui ne semblait plus aussi ferme. Mais je ne savais pas non plus comment revenir en arrière, sans admettre que j'avais tort. Les dîners sont devenus presque cérémoniaux, bref, polis, froids. Personne ne criait. Personne ne pleurait. Mais les dégâts étaient visibles dans ce qui ne se produisait plus. Il n'y avait pas de rire spontané. Il n'y avait pas de longues conversations. Il y avait une sorte de protocole silencieux. Un jour, en passant devant la porte de Martina, je l'ai entendue parler au téléphone avec une amie. Elle disait quelque chose qui m'a laissé pétrifié, qu'elle ne s'attendait plus à être une priorité, et qu'elle avait appris à ne pas avoir besoin de grand-chose. Je ne savais pas si elle était fière ou résignée, et cela m'effrayait de ne pas connaître la différence. C'est à ce moment-là que j'ai compris que la punition ne serait pas un éclat dramatique. Ce serait ça, la perte lente de la proximité, et une normalité fonctionnelle, sans intimité. La voiture était toujours dans l'allée. Les clés étaient toujours accrochées au même crochet. Mais chaque fois que je les voyais, je ne pensais plus à du soutien ou à un investissement. Je pensais à cette nuit-là, aux applaudissements, et au regard fixe de ma fille avant de se lever. Et je savais, avec une clarté inconfortable, qu'il y avait des décisions qui ne pouvaient pas être annulées par un autre geste matériel. Que le dommage externe était déjà fait, visible. Et que ce qui était en jeu maintenant, ce n'était pas un objet, mais la place que j'occupais dans leur vie. Il n'y eut pas de scène finale, pas d'explosion marquant un avant et un après. Ce fut plutôt une usure, comme si quelque chose était poncé à l'intérieur, jusqu'à devenir plat, sans texture. La maison continue de fonctionner. Nous payons les factures. Nous cuisinons. Diego va à ses stages. Martina étudie, bien que ce ne soit plus avec la même lumière qu'avant. Tout semble normal si l'on regarde de l'extérieur, mais à l'intérieur, la dynamique a changé. J'ai souvent pensé à cette soirée. À la façon dont j'ai brandi les clés. À la façon dont j'ai entendu les applaudissements, avant de regarder ma fille. Ils ont applaudi quand Diego a souri. Martina n'a rien dit, et ce silence pèse encore. Cette scène se répète dans ma tête, avec des détails que je n'avais pas remarqués auparavant. La façon dont elle a arrangé sa serviette avant de se lever. La seconde exacte où Diego a cessé de sourire, parce qu'il a compris que quelque chose n'allait pas. Je continue de me dire que j'ai soutenu celui qui en avait le plus besoin. C'est une phrase que j'utilise encore comme bouclier. Mais chaque fois que je la répète, elle sonne plus faible, car maintenant, je vois l'ensemble du schéma. Ce ne fut pas une décision isolée. Ce fut une somme de petits favoritismes. J'ai mesuré le besoin à l'aune de la dépendance. J'ai interprété la gratitude comme une preuve d'amour. J'ai confondu la force avec l'absence de besoin. Martina ne se dispute plus avec moi, et cette absence de conflit me blesse plus que n'importe quelle bagarre. Elle ne m'affronte pas. Elle ne m'exige rien. Elle ne me demande rien. Elle organise sa vie avec une autonomie qui me remplissait de fierté, et qui maintenant me déstabilise.
Non pas parce que je ne veux pas qu'elle soit indépendante, mais parce que je sais qu'une part de cette indépendance est née comme un mécanisme de défense. Diego a lui aussi changé. Il est toujours reconnaissant, mais avec une nouvelle prudence. Il ne cherche plus autant mon approbation. Parfois, je le surprends à regarder les clés avant de les prendre, comme s'il évaluait si cela en valait la peine, et bien souvent, il décide que non. La voiture, qui était censée être une solution pratique, a fini par être un rappel constant de quelque chose de plus profond. J'ai envisagé de la vendre, de diviser l'argent, et d'essayer d'équilibrer la balance avec un geste visible. Mais je sais que cela n'effacerait pas la scène publique, ni le sentiment que Martina a décrit avec tant de clarté. Je ne vais pas continuer à mendier des miettes. Cette phrase m'est restée en tête, parce qu'elle ne parlait pas d'argent ou d'objets. Elle parlait d'attention, de choix. Ce qui est le plus dur à accepter pour moi, c'est qu'au fond, il y avait une motivation qui n'était pas aussi noble que je me le racontais. J'avais besoin de me sentir indispensable, après la mort de mon mari. J'avais besoin de quelqu'un pour me confirmer que j'étais son refuge. Diego l'a fait avec des mots. Martina l'a fait avec des exigences. Et j'ai choisi le chemin qui me sécurisait le plus. Aujourd'hui, je marche dans le couloir, et je regarde la porte fermée de ma fille avec un mélange de fierté et de peur. De la fierté parce qu'elle continue d'avancer. De la peur parce qu'elle a peut-être appris à le faire sans moi. Personne ne m'a chassé de sa vie. Il n'y a pas de rupture dramatique. Mais la proximité est devenue plus fine, plus fragile. La conclusion n'est pas une punition spectaculaire. C'est cette usure. Le sentiment que j'ai protégé mon besoin d'être essentiel, et que j'ai fini par perdre la spontanéité du lien avec chacun d'eux. Je ne sais pas si j'ai été juste. Je ne sais pas s'il existe une manière claire de réparer quelque chose qui ne s'est pas brisé en un seul instant, mais en plusieurs. Si aimer, c'est choisir, que se passe-t-il, quand ce choix donne à quelqu'un le sentiment d'être remplacé ?